Le silence dans le bureau de verre de Vivienne Dubois était une arme plus tranchante que l'acier du gratte-ciel qui transperçait les nuages parisiens. Dehors, la ville scintillait, indifférente à la chute d'une de ses reines. À l'intérieur, le prince Marcus de Valois se tenait comme une statue de marbre sombre, son ombre s'étirant sur le sol immaculé, dévorant la lumière. Entre eux, sur la table en acajou qui avait vu naître des empires, reposait un contrat. Ce n'était pas du papier, mais les barreaux d'une cage dorée. Vivienne sentait le poids de son regard sur elle, un regard qui ne cherchait pas à la déshabiller, mais à disséquer son âme, à trouver la fissure dans sa façade de glace. Elle maintenait son dos droit, un masque d'impassibilité figé sur son visage, mais le froid qui parcourait ses veines n'avait rien à voir avec le surnom que la presse lui avait donné. C'était la peur glaciale de la défaite, une défaite orchestrée avec une patience diabolique par l'homme qu'elle avait publiquement humilié. Sa voix, lorsqu'il parla, était un murmure grave et velouté, un contraste terrifiant avec la cruauté de ses mots. Il ne rappelait pas les termes, il les décrétait. Il décrivait la fraude de son ancien associé, la toile d'araignée financière qui s'était refermée sur son empire et la solution qu'il lui offrait, non comme un chevalier blanc, mais comme un prédateur réclamant son dû. 2 ans, 2 années de sa vie, de son nom, de son corps, en échange de la survie de tout ce qu'elle avait bâti. Le mot mariage résonnait dans la pièce comme le glas d'une cathédrale, une sentence irrévocable. Elle sentait le goût amer de la bile monter dans sa gorge, un mélange de haine pour lui et de mépris pour elle-même. Il avait attendu le moment parfait, le jour où elle n'aurait plus aucune issue, pour lui présenter non pas une bouée de sauvetage, mais des chaînes forgées dans l'or de sa propre fortune. Chaque mot était une pierre de plus sur le rempart de sa fierté, qui menaçait de s'effondrer. Son regard se perdit par la fenêtre immense, balayant les toits de Paris, cette ville qu'elle avait conquise à la seule force de son intelligence et de sa volonté. Elle se revit enfant, jurant sur la tombe de sa mère de ne jamais dépendre d'un homme, de ne jamais laisser personne la briser, comme son père l'avait fait. Ce contrat était le reniement de cette promesse sacrée, une capitulation totale face à l'ennemi le plus intime, sa propre vulnérabilité. Elle pensait aux milliers d'employés dont le destin reposait sur sa signature, à l'héritage de sa famille, qu'elle avait juré de protéger. C'était son nom contre le leur, sa liberté contre leur sécurité. La plume posée à côté du document semblait peser 1 tonne. Si cette histoire, ce dilemme impossible entre l'orgueil et le devoir, a déjà commencé à toucher votre cœur, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des batailles et des passions qui nous attendent et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous feriez à sa place. Avec un souffle à peine perceptible, un soupir qui était l'agonie de son indépendance, Vivienne tendit la main. Ses doigts fins, habitués à signer des accords de plusieurs milliards d'euros, se refermèrent sur la plume avec une lenteur calculée. Le bruit de la pointe glissant sur le papier fut le seul son dans la pièce, un crissement funèbre qui scellait son destin. Sa signature, autrefois un sceau de pouvoir absolu, était désormais la marque de sa soumission. Elle ne le regarda pas, mais elle sentit le changement dans son aura, une satisfaction froide et contenue qui émanait de lui. Le triomphe de Marcus n'était pas dans un sourire, mais dans le silence qui suivit l'acte final. L'encre séchait, noire sur le papier blanc, liant le nom de Dubois à celui de Valois, dans une union forgée par la vengeance et le désespoir. La porte de son ancienne vie venait de se fermer, et elle se demandait ce qui l'attendait de l'autre côté de ce seuil maudit. Il se leva, pliant soigneusement le document, avant de le glisser dans la poche intérieure de sa veste. Le geste était précis, définitif. Il ne laissa transparaître aucune exultation, ce qui rendait sa victoire encore plus écrasante. « Les préparatifs sont faits », dit-il, sa voix ayant retrouvé une neutralité presque courtoise. « Une voiture vous attendra en bas à la nuit tombée. Vous partirez pour le château ce soir. » Il parlait d'elle comme d'un bien précieux qu'il fallait déplacer, d'une acquisition à mettre en sécurité. Cette froideur administrative était une humiliation plus profonde que n'importe quel cri de triomphe. Vivienne resta assise, immobile, une reine déchue sur son trône de verre, regardant la ville s'illuminer peu à peu. Les lumières se brouillaient derrière un voile de larmes qu'elle refusait de verser. Elle était seule dans son propre royaume, devenue la prisonnière de l'homme qui en détenait désormais les clés. La porte du bureau se referma doucement derrière lui
et le clic de la serrure fut comme le son d'un verrou de cellule. Laissée seule dans la pénombre grandissante, Vivienne Dubois fut submergée par l'immensité de son sacrifice. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoya l'image d'une femme piégée, une silhouette solitaire face à un horizon de lumières indifférentes. Comment en était-elle arrivée là? Comment la redoutable reine des glaces, la femme qui faisait trembler la finance européenne, avait-elle pu devenir la fiancée sous contrat de l'unique homme qu'elle avait osé défier publiquement? Le souvenir de cette journée remonta à la surface, brûlant et clair. La chaleur des projecteurs, le poids du micro dans sa main et le visage du prince Marcus de Valois au premier rang, son sourire confiant s'effaçant sous le choc de ses paroles. L'histoire de leur ruine mutuelle avait commencé des mois plus tôt, avec une seule phrase, lancée comme une flèche empoisonnée au cœur de son orgueil. Plusieurs mois avant cette signature qui la condamnerait, Vivienne Dubois se tenait sur une scène baignée par la chaleur aveuglante des projecteurs. Elle était au sommet de son monde, une souveraine dans son royaume de verre et d'acier, vêtue d'une armure de soie et de certitude. Le micro, froid et puissant dans sa main, était le sceptre avec lequel elle dirigeait les marchés. Devant elle, un parterre de visages admiratifs, les plus grands noms de la technologie et de la finance, suspendus à ses lèvres. Au premier rang, le prince Marcus de Valois l'observait, son sourire confiant reflétant une aisance héritée de siècles de pouvoir incontesté. Il était l'invité d'honneur, un symbole du vieux monde venant s'encanailler avec les titans du nouveau. Pour Vivienne, il n'était qu'une distraction, une belle façade sans fondation, et elle s'apprêtait à le lui prouver, oubliant qu'un orgueil blessé peut devenir l'arme la plus redoutable qui soit. Son regard croisa le sien, un instant suspendu dans le temps, un duel silencieux avant la déclaration de guerre. Un silence électrique tomba sur l'immense salle de conférence lorsque, déviant du discours préparé, elle le fixa droit dans les yeux. Sa voix habituellement mesurée et glaciale se chargea d'un mépris à peine voilé. « On nous parle d'héritage, de tradition », commença-t-elle, chaque mot ciselé pour blesser. « Mais que sont les princes, sinon des parasites, de charmantes reliques vivant du labeur des autres, des ornements coûteux sur le corps productif de notre société ?» Le crépitement des flashs fut une détonation. Les murmures se transformèrent en une onde de choc qui parcourut l'audience. Elle vit le masque de confiance de Marcus se fissurer, remplacé par une stupeur glaciale, une blessure si profonde et si publique qu'elle aurait dû la terrifier. Mais à cet instant, enivrée par sa propre audace, elle ne ressentit qu'un triomphe froid et absolu. La vidéo de son intervention devint une traînée de poudre numérique, un mème mondial qui humilia la lignée des Valois comme jamais auparavant. Vivienne savoura ce triomphe éphémère, sourde aux avertissements de ses conseillers qui lui parlaient de la discrétion et de la patience redoutable du prince. Elle était la reine des glaces, intouchable, invincible. C'est dans cet orgueil aveugle qu'elle ignora les premiers signes, une ombre discrète dans les bilans financiers, une anomalie qu'elle attribua à une erreur comptable. C'était la première pierre que délogeait son associé et ancien amant, Antoine, l'architecte d'une fraude complexe et dévastatrice. Il profitait de sa confiance, tissant dans l'ombre la toile qui allait bientôt l'étouffer, tandis qu'elle se concentrait sur les projecteurs, ignorant que le véritable danger ne venait pas de ses ennemis déclarés, mais de ceux qui partageaient son lit et ses secrets. Quelques semaines plus tard, la première fissure dans le barrage devint une brèche béante. Des investissements se révélèrent être des coquilles vides, des partenaires se retirèrent subitement et des liquidités disparurent des comptes de l'entreprise avec une rapidité surnaturelle. Les nuits blanches s'enchaînèrent, passées à scruter des chiffres qui n'avaient plus aucun sens, le goût métallique de l'angoisse dans la bouche. Le silence avait remplacé le bourdonnement affairé de ses bureaux. Ses employés la regardaient avec une peur qu'elle ne parvenait plus à dissimuler derrière son masque d'impassibilité. Son empire, bâti sur une discipline de fer et une intelligence redoutable, s'effritait comme un château de cartes sous une pluie battante. Chaque appel téléphonique était une nouvelle menace, chaque courriel un nouveau clou sur le cercueil de son héritage. La reine des glaces sentait la banquise se dérober sous ses pieds, la laissant dériver vers un océan de dettes et de désespoir. La vérité éclata avec la brutalité d'une exécution. Antoine avait disparu, emportant avec lui non seulement une fortune colossale, mais aussi tous les documents qui auraient pu prouver sa culpabilité, la laissant seule face à un gouffre financier
et à des accusations de fraude. Les banques, autrefois si promptes à lui offrir des crédits illimités, exigeaient désormais un remboursement immédiat. Les mêmes journaux qui l'avaient couronné préparèrent son épitaphe, se délectant de la chute spectaculaire de l'arrogante Vivienne Dubois. Elle était devenue une paria, enfermée dans sa tour de verre qui n'était plus un symbole de pouvoir, mais une prison transparente. Dehors, Paris scintillait, cruelle et indifférente. Elle se sentait dépouillée, non seulement de sa fortune, mais de son identité, de son nom, de la seule chose qu'elle avait juré de protéger. La honte était un poison lent, plus douloureux que la ruine elle-même. L'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Ses avocats avaient été clairs. La faillite n'était plus une possibilité, mais une certitude imminente, une question de jours. Son nom serait traîné dans la boue, son héritage familial anéanti, et des milliers d'employés perdraient leur travail par sa faute. C'est dans cet état de défaite totale qu'elle se trouvait, ce soir-là, dans son bureau silencieux. Son front pressé contre la baie vitrée, elle sentait le froid du verre contre sa peau, un froid qui ne parvenait pas à engourdir la fournaise de rage et d'humiliation qui brûlait en elle. C'est alors que l'interphone sonna, une note stridente dans le silence mortuaire. Son assistante, la voix tremblante, annonça une visite. Un homme qui avait refusé de prendre rendez-vous et qui exigeait de la voir. Un homme dont le nom fit geler le sang dans ses veines et scella la dernière porte de son échappatoire, le prince Marcus de Valois. Le nom du prince Marcus de Valois, annoncé par l'interphone, suspendit le temps dans le bureau de Vivienne. Chaque seconde s'étira en une éternité glaciale, le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. Elle ne répondit pas à son assistante, se contentant de fixer la porte en bois massif, comme si elle pouvait la maintenir fermée par la seule force de sa volonté. C'était donc cela, le coup de grâce. Il n'avait pas envoyé ses avocats, ses sbires ou un messager. Il était venu lui-même, le prédateur venant contempler sa proie prise au piège. Elle se redressa, lissant une mèche invisible de ses cheveux, son corps se mouvant par pur instinct de survie. Son masque de reine des glaces se remit en place, une fine couche de givre sur une âme en train de se briser. Si elle devait tomber, elle tomberait en le regardant droit dans les yeux, sans lui offrir la satisfaction d'une seule larme. La poignée de la porte s'abaissa lentement, et elle retint son souffle, se préparant à la confrontation qui allait définir le reste de sa vie. La porte pivota sans un bruit, révélant sa silhouette sombre encadrée par la lumière du couloir. Il entra non pas comme un conquérant, mais comme un propriétaire revenant chez lui. Son costume, d'une coupe impeccable, semblait absorber la lumière, contrastant violemment avec l'acier et le verre de son univers. Ses pas sur le marbre étaient mesurés, silencieux, le mouvement d'un félin qui sait que sa proie ne peut plus s'échapper. Il ne la regarda pas tout de suite. Ses yeux, d'un bleu profond et orageux, balayèrent la pièce, s'attardant sur les œuvres d'art, sur la vue panoramique de Paris, comme s'il évaluait la valeur de sa prise. Pour Vivienne, cette inspection silencieuse était une torture psychologique, une façon de lui signifier qu'il ne s'emparait pas seulement de son entreprise, mais de son monde, de son goût, de son essence même. Elle sentit une bouffée de haine pure, si intense qu'elle lui coupa le souffle, mais elle resta immobile, une statue de glace attendant le premier coup. Il ne s'approcha pas d'elle immédiatement. Il se dirigea vers l'immense baie vitrée, posant une main sur le verre froid, là où son propre front avait été appuyé quelques instants plus tôt. Il contempla la ville lumière, son Paris, avec une familiarité possessive qui la fit frémir. « C'est une vue magnifique », dit-il enfin, sa voix un murmure grave et velouté qui semblait faire vibrer l'air, surtout au crépuscule. C'est à ce moment que les empires semblent les plus brillants, juste avant de s'éteindre. Chaque mot était une caresse empoisonnée, une démonstration de puissance tranquille et absolue. Il se retourna lentement, et pour la première fois, son regard se posa sur elle. Ce n'était pas un regard de haine ni même de triomphe, c'était quelque chose de bien plus terrifiant, une curiosité froide, analytique, l'œil d'un collectionneur admirant une pièce rare et magnifique qu'il s'apprêtait à ajouter à sa collection, quel qu'en soit le prix. « Je ne suis pas venu pour négocier, Madame Dubois », continua-t-il, en s'approchant enfin de son bureau, s'arrêtant juste assez loin pour maintenir une distance de respect fin. « Je suis venu vous présenter la seule solution à votre anéantissement. » Il parlait de sa ruine avec le détachement d'un chirurgien décrivant une maladie incurable. Il connaissait chaque détail, chaque dette, chaque trahison.
Il exposa la situation avec une précision cruelle, lui montrant à quel point sa cage était solidement verrouillée. Puis, il présenta son offre, non comme une bouée de sauvetage, mais comme un collier de diamants. « Je vais éponger chaque centime de vos dettes. Je sauverai votre nom, votre héritage et les milliers d'emplois qui en dépendent. En échange, fit-il une pause, savourant l'instant, vous deviendrez ma femme. Un contrat de mariage de 2 ans. Votre nom lié au mien. Votre vie sous ma protection. » Un rire sec, dépourvu de toute joie, s'échappa des lèvres de Vivienne. Elle se leva, posant ses mains à plat sur le bureau en acajou, le seul point d'ancrage dans un monde qui basculait. Un mariage? Quelle méthode archaïque! Je vous prenais pour un homme du XXIe siècle, pas pour un seigneur féodal réclamant son dû. Sa voix était redevenue celle de la reine des glaces, tranchante et méprisante. Elle le défiait du regard, cherchant une faille dans son armure de certitude. « C'est donc cela votre grande vengeance? Me réduire à une épouse sous contrat? Vous voulez mon nom? Prenez-le. Vous voulez mon entreprise? Elle est déjà à vous. Mais mon âme, prince, n'a jamais été à vendre et ne le sera jamais. » Chaque mot était une armure qu'elle enfilait, une dernière tentative désespérée de protéger la seule chose qui lui restait, sa propre volonté, même si elle devait être brisée. Marcus ne scia pas face à son défi. Un très léger sourire, presque imperceptible, étira le coin de ses lèvres. « Vous avez attaqué mon honneur, Madame Dubois, pas mes finances. L'honneur se paie avec une monnaie différente. » Il fit un pas de plus, son aura dominant l'espace entre eux. « Je ne veux pas de votre âme. Je veux votre soumission. Je veux que le monde qui vous a vu m'humilier vous voie à mon bras, portant mon nom. C'est ma seule condition. » Il posa alors un document relié sur l'acajou poli entre ses mains tremblantes. Le contrat. Vous avez jusqu'à l'aube pour décider. Soit vous signez, et votre empire survit sous la bannière des Valois. Soit vous refusez, et demain matin, le nom de Dubois ne sera plus qu'un synonyme de honte et de faillite. Il se retourna, sans un mot de plus, et quitta le bureau. Le clic de la serrure fut le son le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu, la laissant seule face à un choix impossible. La voiture glissa à travers les grilles en fer forgé, dont les pointes acérées semblaient des lances, gardant une forteresse endormie. Le château des Valois se dressait contre le ciel nocturne, non pas comme une demeure, mais comme une proclamation de puissance immuable. Chaque pierre, noircie par les siècles, racontait une histoire de conquête et de permanence. Un contraste brutal avec les tours de verre éphémères de son monde parisien. Vivienne sentit le poids de cette histoire s'abattre sur elle, une force d'inertie contre laquelle sa volonté moderne semblait futile. En descendant de la voiture, l'air froid de la campagne la saisit, portant l'odeur de la terre humide et de la pierre ancienne. La porte massive du château s'ouvrit sans un bruit, révélant un hall d'entrée baigné d'une lumière dorée et chaude, un piège accueillant. Elle redressa les épaules, son tailleur impeccable comme une armure, et pénétra dans l'antre du lion, chaque pas résonnant sur le marbre comme le compte à rebours de sa captivité. Il l'attendait au pied d'un escalier monumental, non pas sur un trône, mais debout, les mains dans les poches, une posture d'une décontraction étudiée qui était en soi une affirmation de son autorité absolue. À ses côtés se tenait une femme plus âgée, au port rigide et au regard scrutateur, sans doute la gouvernante qui régnait sur ce domaine depuis des décennies. Marcus ne lui sourit pas. Son regard la parcourut, notant son absence de bagage, son menton levé, son silence provocateur. « Bienvenue au domaine de Valois, Vivienne, » dit-il, sa voix résonnant sous les voûtes séculaires. « Madame Hélène veillera à ce que vous ne manquiez de rien. » Le nom de la femme fut prononcé avec une nuance qui la désignait non comme une servante, mais comme une gardienne, une alliée de son maître. Vivienne inclina à peine la tête, un geste si minime qu'il frisait l'insulte. Elle ne répondrait pas à sa fausse hospitalité. Son silence était sa seule arme, un bouclier de glace contre la chaleur suffocante de sa victoire. Il ignora son insolence ou choisit de ne pas la relever pour l'instant. « Vos appartements sont dans l'aile ouest. Les miens sont dans l'aile est. Ce château est assez grand pour que nous puissions maintenir une distance civilisée. » Il fit un pas vers elle, l'air se chargeant d'une tension palpable. Cependant, le monde extérieur, lui, exigera une proximité irréprochable. Dans 3 semaines, se tiendra le bal annuel du souverain.
Ce sera notre première apparition officielle en tant que couple. D'ici là, vous apprendrez votre rôle. Vous serez la princesse de Valois et vous vous comporterez comme telle. » Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Il lui tendait un nouveau contrat, invisible celui-là, un scénario dont elle devait apprendre chaque ligne. « Vous vouliez mon nom, » murmura-t-elle, sa voix un éclat de givre dans le grand hall. « Vous l'avez. Mais ne me demandez pas de jouer la comédie de l'épouse aimante. Je ne suis pas une actrice. » Un éclair passa dans ses yeux à lui, un mélange de colère et d'une étrange admiration. Les premiers jours se transformèrent en une semaine, une guerre froide, silencieuse, menée dans les couloirs de pierre et les salons somptueux. Vivienne explorait sa prison dorée, découvrant une bibliothèque dont les murs disparaissaient sous des milliers de volumes reliés en cuir, des jardins d'hiver où des fleurs exotiques s'épanouissaient à l'abri du froid, et des galeries de portraits où les ancêtres de Marcus la jugeaient de leurs yeux peints. Il la laissait seule, une stratégie déroutante. Il n'y avait pas de confrontation, pas de tentative de la soumettre. Au contraire, de subtiles attentions venaient saper ses défenses. Le matin, on lui servait le café exactement comme elle l'aimait, une marque rare qu'elle pensait introuvable. Un soir, elle trouva sur sa table de chevet une première édition d'un poète qu'elle avait mentionné une seule fois, des années auparavant. Chaque geste était une énigme, une manœuvre calculée pour la désarmer, pour lui prouver qu'il la voyait, qu'il l'écoutait. Elle haïssait cette intimité volée, cette invasion silencieuse de son esprit, car elle sentait la glace de sa résolution commencer à se fissurer. Le fragile équilibre fut rompu par l'arrivée du baron de Courcy, un cousin éloigné de Marcus, dont le sourire carnassier ne masquait que très mal une ambition dévorante. Lors d'un dîner tendu dans la salle à manger formelle, où les chandeliers jetaient des ombres dansantes sur les murs lambrissés, le baron la dévisagea avec une curiosité insolente. « Alors c'est vous, la fameuse reine des glaces » dit-il, sa voix mielleuse. « On dit que vous avez conquis Paris avec plus de férocité qu'un général d'armée. Dites-moi, est-ce aussi par la force que vous avez conquis le cœur de mon cousin ou simplement son portefeuille ?» Le silence qui suivit fut total, lourd de scandale. Vivienne se prépara à lancer une réplique cinglante, mais la voix de Marcus s'éleva avant la sienne, calme et mortellement tranchante. « La baronne, votre épouse, a-t-elle finalement réussi à acheter sa place dans le comité de la Croix-Rouge ou sa roture continue-t-elle de lui fermer les portes ?» Le baron blêmit, réduit au silence. Marcus n'avait pas défendu son honneur. Il avait simplement rappelé à tous qu'elle était désormais sa propriété. Quelques semaines s'étaient maintenant écoulées depuis son arrivée, transformant le château d'une prison en un champ de bataille psychologique complexe. La dynamique entre eux était devenue un duel incessant de volonté, une tension électrique où la haine se mêlait à une fascination réticente. Elle dépendait de lui pour sa survie, et il semblait prendre un plaisir pervers à la protéger avec une possessivité glaciale. Madame Hélène restait une ombre désapprobatrice, ses regards signifiant clairement qu'elle ne voyait en Vivienne qu'une usurpatrice. Le baron de Courcy, humilié, était reparti en semant les graines du doute et du scandale dans leur cercle aristocratique. L'échéance du bal du souverain approchait à grands pas, se profilant comme l'épreuve ultime. C'était là, sous le regard de centaines de nobles, de rivaux et d'alliés potentiels, qu'il devrait présenter au monde l'illusion d'une union parfaite. Pour Vivienne, c'était la perspective d'une humiliation publique bien plus grande que tout ce qu'elle avait connu. Une performance qui scellerait son destin de princesse captive. La voiture princière glissa sans un bruit devant les marches de marbre du palais royal, une île de silence au milieu d'un océan de flashs crépitants et de murmures avides. Le bal du souverain était le sommet de la saison mondaine, un théâtre où les réputations se faisaient et se défaisaient sous le lustre de 1000 chandeliers. Vivienne sentit la main de Marcus, chaude et ferme dans le creux de son dos, un geste de possession déguisé en soutien. Elle portait une robe de soie bleu nuit, une cascade de tissu froid qui épousait ses formes avec une élégance glaciale, ornée de saphirs qui semblaient avoir capturé des éclats de ses yeux. Ils formaient une image parfaite, le prince et sa nouvelle épouse, une façade si impeccable qu'elle en était presque douloureuse. En montant les marches, elle sentit le poids de centaines de regards la disséquer, cherchant la fissure dans l'armure de la reine des glaces, la femme qui avait osé défier un Valois avant de porter son nom.
À l'intérieur, la chaleur et le bruit les enveloppèrent, un mélange étourdissant de parfums, de musique d'orchestre et de conversations polies, qui cachaient des intentions acérées. Chaque sourire était une évaluation, chaque poignée de main un test. Marcus naviguait dans cette mer de requins avec une aisance héritée, présentant Vivienne avec une fierté calculée qui la mettait mal à l'aise. Elle jouait son rôle à la perfection, offrant des sourires mesurés et des réponses évasives, son esprit une forteresse impénétrable. C'est alors qu'elle le vit, fendant la foule, avec une assurance prédatrice, le baron de Courcy. Son sourire était plus large, ses yeux plus brillants que la dernière fois. Il se dirigea droit sur eux, un verre de champagne à la main. Son expression celle d'un homme qui s'apprête à mettre le feu à une poudrière et à admirer le spectacle. Le cœur de Vivienne se serra, un pressentiment glacé lui parcourant l'échine. La trêve était terminée. « Prince, princesse », salua le baron d'une voix mielleuse qui ne trompait personne. Son regard s'attarda sur Vivienne avec une insolence délibérée. « Vous êtes absolument radieuse ce soir. Il faut croire que l'air de la campagne vous réussit. Ou peut-être est-ce simplement la sécurité financière. » La pique était lancée, subtile mais mortelle. Marcus se raidit imperceptiblement à ses côtés. Le baron, enhardi par le silence, continua, sa voix s'élevant pour attirer l'attention des cercles voisins. « J'ai entendu dire que les affaires de la maison Dubois étaient dans un état si précaire. Quelle chance que notre bon prince soit venu à la rescousse, un véritable conte de fées moderne. La reine en faillite sauvée par le portefeuille du prince qu'elle avait si publiquement méprisé. Dites-nous, princesse, l'amour est-il inclus dans le contrat ou est-il facturé en supplément ?» Le silence se fit autour d'eux, un cercle de curiosité cruelle se refermant sur elle. Ce fut l'instant le plus long de la vie de Vivienne. Le monde sembla ralentir. Le son de l'orchestre s'évanouir pour ne laisser place qu'au battement assourdissant de son propre cœur. Elle sentit le souffle de l'humiliation, chaud et nauséabond, sur sa nuque. Tous les yeux étaient sur elle, mais son regard était fixé sur Marcus. Elle attendit. 1 seconde. 2. Elle attendit la réplique cinglante, la défense glaciale, le geste qui anéantirait le baron et la protégerait. Elle attendit que l'homme qui l'avait enchaînée à lui justifie au moins sa possession. Mais Marcus resta silencieux. Elle vit le conflit dans ses yeux, la fureur qui luttait contre des siècles de protocoles princiers lui dictant de ne jamais créer de scène. Pour lui, c'était une hésitation stratégique. Pour elle, ce fut une condamnation. Son silence était un aveu, une confirmation publique qu'elle n'était rien de plus que l'objet de leur transaction, une acquisition dont on n'avait pas à défendre l'honneur. La glace ne fondit pas. Elle se brisa en 1 millier d'éclats invisibles et tranchants. Vivienne retira lentement sa main du bras de Marcus, le contact de son costume lui brûlant soudain la peau. Elle ne daigna pas accorder un regard au baron. Son menton se leva, son dos se redressa, et elle devint l'incarnation même de la reine qu'on l'avait surnommée. Sans un mot, elle tourna les talons, son mouvement d'une dignité si absolue qu'il en était plus dévastateur que n'importe quel cri ou larme. La foule s'écarta devant elle comme la mer devant un prophète, les murmures s'éteignant sur son passage. Elle ne fuyait pas, elle se retirait du champ de bataille, le laissant en ruine derrière elle. Elle traversa le grand salon, poussa les hautes portes-fenêtres et s'avança dans la fraîcheur mordante de la nuit, disparaissant dans le labyrinthe obscur des jardins du palais, un sanctuaire de pierres froides et de solitude. Le départ de Vivienne brisa l'enchantement. Marcus, libéré de sa paralysie, sentit une vague de regret si violente qu'elle lui coupa le souffle. Il avait échoué. Dans sa quête de vengeance et de contrôle, il avait oublié la seule chose qui comptait, protéger ce qui lui appartenait. Il se tourna vers le baron de Courcy et le masque princier tomba pour révéler une fureur froide et terrifiante. « Vous venez de commettre la dernière erreur de votre vie », murmura-t-il, sa voix si basse que seul le baron put l'entendre, mais chargée d'une promesse de ruine totale. Sans attendre de réponse, il se détourna de l'homme qu'il venait de condamner et se lança à la poursuite de Vivienne. Il se moquait du scandale, des regards, du bal. Il ne voyait que sa silhouette disparaissant dans les ténèbres, une reine blessée qu'il avait laissée sans défense. Et il savait, avec une certitude glaçante, qu'il venait peut-être de perdre bien plus que sa vengeance. Il la chercha d'abord dans le labyrinthe de buis taillés,
son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Le froid de la nuit s'infiltrait sous son habit de cérémonie, mais il ne le sentait pas. Une seule chose occupait son esprit, le vide laissé par son départ, un silence accusateur là où, quelques instants plus tôt, se tenait la seule femme qui ait jamais percé son armure. Il l'appela une seule fois, son nom se brisant contre le silence de la pierre et du lierre. Vivienne. Le mot, murmuré dans les ténèbres, était à la fois un ordre et une prière. Il n'y eut aucune réponse, seulement le bruissement du vent dans les feuilles et le son lointain de l'orchestre qui continuait de jouer, indifférent au drame qui venait de se nouer. Il comprit alors, avec une clarté terrifiante, que ce n'était pas une simple fuite, c'était une rupture. Il avait laissé le monde la dévorer et elle, en retour, l'avait effacé de son univers, le laissant seul au milieu des ruines de sa propre vengeance. Pendant que Marcus arpentait les jardins comme une âme en peine, Vivienne se glissait hors du palais par une porte de service, son visage un masque de marbre impénétrable. Elle n'avait pas versé une larme. La douleur était trop profonde, trop froide pour les larmes. C'était une fracture nette, la confirmation de sa plus grande peur. Qu'elle n'était au fond qu'une transaction, un objet de valeur dont on pouvait disposer mais qu'on ne défendait pas. Dans l'anonymat d'un taxi parisien, elle regarda les lumières du palais s'éloigner jusqu'à n'être plus qu'un point brillant dans le rétroviseur, un phare sur une côte qu'elle ne rejoindrait jamais plus. Elle retira de son doigt l'énorme saphir des Valois, la pierre froide comme un morceau de son cœur gelé, et le laissa tomber dans son sac à main. Elle n'était plus une princesse, ni même la reine des glaces. Elle n'était plus rien. Une page blanche emportée par la nuit, déterminée à ne jamais laisser personne écrire son histoire à sa place. Les jours qui suivirent furent un supplice de silence et d'absence. Le château des Valois, autrefois un symbole de son pouvoir, était devenu une cage vide, chaque pièce hantée par le souvenir de sa présence. Marcus avait déployé ses ressources, non pas avec l'arrogance d'un prince, mais avec le désespoir d'un homme qui a tout perdu. Des enquêteurs privés discrets et efficaces suivaient des pistes qui ne menaient nulle part. Elle s'était évaporée, ne laissant derrière elle aucune trace numérique, aucun retrait bancaire, rien. Il passait ses nuits dans la bibliothèque, non pas à lire, mais à fixer le fauteuil où elle s'asseyait, essayant de comprendre où il avait échoué. Sa vengeance lui paraissait désormais un jeu d'enfant cruel et stupide. Il avait voulu briser sa fierté, mais il avait brisé quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qu'il commençait à peine à reconnaître en lui-même. Une lueur d'espoir, la possibilité d'un amour qui ne soit pas un arrangement, mais une conquête mutuelle. Vivienne, de son côté, avait trouvé refuge dans l'oubli. Elle avait loué un petit appartement sous un faux nom dans le quartier du Marais, un lieu vibrant de vie et d'anonymat, où personne ne songerait à chercher une princesse disparue. Elle avait troqué ses tailleurs de créateurs contre des jeans et des pulls simples, ses talons aiguilles contre des bottes plates qui lui permettaient de marcher des heures dans les rues de Paris, se perdant dans la foule pour mieux se retrouver. Elle vivait de l'argent liquide qu'elle avait eu la prévoyance de garder, une petite somme qui lui rappelait ses débuts, quand elle n'avait que son intelligence et sa détermination pour survivre. Le jour, elle travaillait dans un petit café, servant des expressos et des croissants, savourant la simplicité d'un travail qui ne demandait rien de son âme. La nuit, le silence de son appartement lui renvoyait l'écho de sa solitude, un vide immense que ni la colère ni l'orgueil ne parvenaient à combler. 2 semaines se transformèrent en un mois de recherches infructueuses pour Marcus, un mois de reconstruction fragile pour Vivienne. Pour lui, chaque jour sans elle était une leçon d'humilité. Il avait congédié la plupart de ses domestiques, ne supportant plus le silence pesant de leurs pas feutrés. Il errait dans le château, un fantôme dans son propre royaume, touchant les objets qu'elle avait touchés, un livre, un foulard oublié sur une chaise. Il comprit que sa vengeance n'avait pas été dirigée contre la femme qui l'avait humilié, mais contre l'idée même de vulnérabilité. En la forçant à être dépendante de lui, il avait tenté de maîtriser sa propre peur d'être vu, d'être rejeté. Son silence au bal n'était pas de la stratégie, c'était de la lâcheté. Il avait eu peur de montrer au monde à quel point elle comptait pour lui, et cette peur lui avait tout coûté. La prise de conscience fut brutale, le laissant dépouillé de son orgueil, avec pour seule certitude la nécessité de la retrouver, non pour la posséder mais pour lui demander pardon.
Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres de la bibliothèque, l'appel qu'il n'attendait plus arriva. L'un de ses enquêteurs, un homme tenace et patient, avait trouvé quelque chose. Pas une photo, pas un témoignage, mais une anomalie, une trace presque invisible. Une petite somme d'argent avait été utilisée pour acheter des livres d'art rares, payés depuis un compte dormant que Vivienne avait ouvert bien avant de bâtir son empire, un compte lié à une petite librairie indépendante située près de la place des Vosges. Ce n'était pas une erreur, c'était un message, une signature involontaire. Marcus fixa la carte de Paris étendue sur la table en chêne massif. Son doigt traça le contour du quartier du Marais. Il savait où elle était, ou du moins où elle avait été. Il ne prévint personne. Il ne prit ni garde du corps, ni voiture de fonction. Il prit simplement les clés de sa propre voiture et une décision irrévocable. Il irait la chercher lui-même, non pas comme le prince de Valois venant réclamer son dû, mais comme Marcus, l'homme qui avait tout brisé et qui était prêt à tout pour réparer. Si cette histoire d'orgueil brisé et de cœur en exil vous captive, si vous attendez avec nous le moment où leurs chemins se croiseront à nouveau, alors partagez dans les commentaires la scène qui vous a le plus ému jusqu'à présent. Votre soutien nous inspire à créer des récits toujours plus intenses. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de leur histoire. La nuit où Marcus quitta le château, le silence des pierres ancestrales semblait l'accuser. Il ne prit ni chauffeur, ni garde du corps, seulement les clés d'une voiture discrète et le poids insoutenable de son échec. L'asphalte défilait sous les roues, un ruban sombre le menant inexorablement vers le cœur de Paris. Chaque kilomètre parcouru étant un pas de plus loin de sa tour d'ivoire princière et un pas de plus près de la femme qu'il avait laissé se briser. La vengeance, ce plat qui se mange froid, avait laissé dans sa bouche un goût de cendre. Il ne cherchait plus à posséder une reine, mais à retrouver une femme dont il avait trahi la confiance fragile. La ville lumière se dessina à l'horizon, non plus comme un territoire à conquérir, mais comme un labyrinthe où il devait se perdre pour avoir une chance de la retrouver, pour se retrouver lui-même dans le reflet de ses yeux. Il n'était plus un prince orchestrant un plan, mais un homme suivant la plus fine des pistes, le battement de son propre cœur coupable. Il gara la voiture dans une rue étroite du Marais, un quartier qui respirait une histoire différente de la sienne, une histoire d'artisans et de poètes, d'anonymat et de vie grouillante. La pluie fine qui tombait lustrait les pavés, reflétant les lumières des bistrots et des galeries d'art. Il sentit le poids des regards sur sa silhouette trop grande, son manteau trop cher, un prédateur égaré hors de sa jungle dorée. Il marcha sans but précis au début, s'imprégnant de l'atmosphère, cherchant un signe, une intuition. Son enquêteur lui avait donné un nom, celui d'une petite librairie indépendante, l'Ancre des mots. Il la trouva au détour d'une ruelle, sa vitrine en buée éclairant doucement la nuit. La porte en bois, avec sa petite clochette, semblait être un portail vers un autre monde, un monde où Vivienne avait choisi de se réfugier. Il hésita un instant, la main suspendue, réalisant que franchir ce seuil serait un acte irréversible, une confession de sa défaite et de son espoir. L'intérieur de la librairie sentait le papier ancien et le bois ciré, un havre de paix loin de la fureur du monde. Un homme âgé, des lunettes au bout du nez, leva les yeux de son livre. Marcus s'approcha non avec l'autorité d'un prince, mais avec l'humilité d'un pèlerin. Il ne montra pas de photo, il la décrivit. La posture d'une reine, des yeux qui pouvaient geler l'enfer, mais une tristesse dissimulée dans les coins de sa bouche. Le libraire hocha lentement la tête. Il se souvenait d'elle, une femme remarquable qui achetait des livres sur l'art de la Renaissance avec une connaissance qui le stupéfiait. Puis vint la révélation, le détail qui changea tout. Elle cherchait du travail, dit le vieil homme. Un travail simple. Je crois qu'elle a trouvé une place dans un petit café un peu plus loin, le Chat qui lit. Elle disait vouloir sentir l'odeur du café plutôt que celle de l'argent. Cette phrase frappa Marcus avec la force d'un coup de poing. Elle n'avait pas fui pour se cacher. Elle avait fui pour renaître, loin de l'empire qu'il avait cru sauver. Le cœur battant à tout rompre, il suivit les indications du libraire. Le Chat qui lit était une petite enclave de chaleur et de lumière dans la nuit pluvieuse. Sa façade rouge et ses petites tables en fer forgé invitaient à la quiétude. À travers la vitre striée de gouttes de pluie, il la vit. Le souffle lui manqua. Ce n'était plus la reine des glaces dans son armure de soie et de diamants. C'était une femme vêtue d'un simple pull en laine.
ses cheveux relevés en un chignon désordonné, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Elle essuyait une table avec une concentration absorbée. Ses gestes précis mais dénués de l'arrogance calculée qu'il connaissait. Un homme lui sourit en payant son café et elle lui rendit un sourire, un vrai, petit et fugace, mais qui illumina son visage d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Il resta là, sur le trottoir, un fantôme observant une vie qu'il avait involontairement créée, une vie simple et libre, une vie sans lui. Et la douleur de cette vision fut plus aiguë que n'importe quelle humiliation publique. Il poussa la porte. La clochette tinta, un son cristallin qui sembla suspendre le temps. Le brouhaha du café s'estompa. Elle se retourna, son sourire s'effaçant pour laisser place à une stupeur glaciale. Le chiffon tomba de sa main sur le sol. Leurs regards se croisèrent par-dessus les têtes des clients, un pont fragile jeté au-dessus d'un abîme de silence et de ressentiment. Pendant une seconde, il vit une lueur de panique dans ses yeux, la vulnérabilité de la biche surprise par le chasseur. Puis, le masque se remit en place, plus froid, plus impénétrable que jamais. Son menton se leva, son dos se redressa. Elle était redevenue la forteresse. Il s'avança lentement entre les tables, chaque pas semblant résonner dans le silence tendu qui s'était installé. Il s'arrêta devant elle, si près qu'il pouvait sentir le parfum discret de café et de pluie sur sa peau. L'air entre eux crépitait, une énergie brute faite de colère, de regret et d'un désir si profond qu'il en était presque une douleur physique. Il ne dit rien au début, la laissant lire dans ses yeux tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Le remords, la solitude, la peur panique de l'avoir perdue à jamais. Il ne chercha pas à la toucher, sachant que le moindre contact briserait ce fil ténu. Puis, il sortit de la poche de son manteau non pas un bijou, non pas un document, mais un petit livre à la couverture usée, une édition de poche des poèmes de Rilke. C'était le livre qu'il avait trouvé sur sa table de chevet après son départ, celui qu'elle lisait chaque soir. Il le lui tendit, sa main stable malgré le tumulte qui faisait rage en lui. « Vous avez oublié ceci », murmura-t-il, sa voix rauque dépouillée de toute arrogance princière. Ce geste simple, intime, était un message. Il ne venait pas réclamer son épouse sous contrat, il venait rendre un morceau de son âme à la femme qu'il voyait enfin. La glace dans les yeux de Vivienne se fissura, une faille infime mais visible, laissant entrevoir le choc et la confusion. Elle ne prit pas le livre, mais elle ne recula pas. Elle resta là, piégée entre sa fierté et cette preuve inattendue qu'il se souvenait. Le silence qui s'installa entre eux était plus dense que la chaleur du café. Un vide où le passé et le présent se livraient une bataille muette. Les doigts de Vivienne restèrent suspendus en l'air, à quelques centimètres du livre qu'il lui tendait, ce recueil de poèmes qui avait été son seul confident dans les nuits solitaires du château. Elle vit dans ce geste non pas une trêve, mais une manœuvre plus insidieuse que toutes les autres, une tentative de percer ses défenses par l'intimité plutôt que par la force. Sa voix, quand elle la retrouva, était un éclat de givre. « Gardez vos souvenirs, prince. Je n'ai rien oublié, et surtout pas les termes de notre contrat. Est-ce une nouvelle clause? La lecture forcée ?» Elle recula d'un pas, un mouvement infime mais qui rétablissait une distance infranchissable, le mur de glace se reformant brique par brique autour de son cœur meurtri, refusant de lui offrir la moindre fissure par laquelle il pourrait s'infiltrer à nouveau. Marcus ne retira pas sa main. Il laissa le livre suspendu entre eux, un pont qu'elle refusait d'emprunter. Son regard ne la quitta pas, un regard si intense et si dépouillé de tout artifice qu'elle eut du mal à le soutenir. « Le contrat était une erreur, » dit-il, sa voix basse et grave, obligeant les clients les plus proches à tendre l'oreille. C'était la réponse stupide et arrogante d'un homme dont l'orgueil avait été blessé. « Je voulais vous punir, vous briser, vous forcer à reconnaître ma puissance. Je voulais que la femme que j'admirais le plus au monde soit à genoux, et ce désir monstrueux a failli tout détruire. » Le mot « admirer » flotta dans l'air, chargé d'une sincérité désarmante. J'ai passé des semaines à errer dans un château vide, à comprendre que ma victoire était la plus amère des défaites. J'ai gagné votre nom, mais j'ai perdu votre lumière. Et sans votre lumière, Vivienne, ce royaume n'est qu'un tombeau de pierre. Il posa délicatement le livre sur le comptoir à côté d'elle, un abandon symbolique de sa dernière arme. Je ne suis pas venu réclamer mon épouse. Je suis venu demander pardon à la femme que j'ai lâchement abandonnée au milieu des loups.
Mon silence ce soir-là au bal, ce n'était pas de la stratégie, c'était de la peur de montrer à tous à quel point vous comptiez déjà pour moi, à quel point leur mépris pour vous me devenait insupportable. J'ai protégé mon titre au lieu de protéger mon cœur, et je ne me le pardonnerai jamais. Il fit un pas en arrière, lui offrant l'espace dont elle avait besoin, une reddition totale. Je suis venu vous dire que vous êtes libre. Le contrat, l'argent, tout cela n'a plus d'importance. Je suis seulement venu vous demander si l'homme qui se tient devant vous, sans couronne ni titre, juste Marcus, a une chance de racheter ses fautes. Le mur de glace de Vivienne ne se fissura pas. Il s'effondra en silence. Une seule larme chaude et solitaire traça un sillon sur sa joue, une traîtresse qui révélait l'océan de douleur qu'elle avait contenu si longtemps. Les mots qu'elle avait rêvé d'entendre, non pas des excuses pour le contrat, mais pour son silence, pour son abandon, venaient d'être prononcés. Elle leva la main, non pour le frapper, mais pour effleurer sa joue, ses doigts tremblants découvrant la chaleur de sa peau, la réalité de sa présence. Son souffle se brisa en un sanglot qu'elle ne put retenir. J'ai cru que je n'étais qu'un trophée, murmura-t-elle, sa voix brisée par des mois de solitude et de fierté blessée. Un objet de plus dans votre collection de choses rares et précieuses. J'avais si peur que vous voyiez à travers moi, que vous découvriez que la Reine des Glaces n'était qu'une enfant terrifiée par l'abandon. Il couvrit sa main de la sienne, entrelaçant leurs doigts, un contact qui scellait un nouveau pacte, non plus de papier, mais de peau et d'âme. Il se pencha lentement vers elle, son front venant se poser contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'air chargé d'électricité. « Je vois tout », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je vois la reine, l'enfant, la guerrière, et c'est tout ce que je veux. Laisse-moi te prouver que je ne partirai jamais. » Et il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de passion dévorante, mais de rédemption. Un baiser lent, profond, salé de sa larme. Un baiser qui disait tout le regret, toute l'attente, toute la promesse d'un avenir différent. Autour d'eux, le monde du petit café parisien disparut, ne laissant que deux âmes qui, après s'être fait la guerre, trouvaient enfin la paix l'une dans l'autre, un refuge inattendu au cœur de la tempête. Quand ils se séparèrent, le monde reprit lentement ses couleurs. La pluie avait cessé, laissant les rues du Marais brillantes sous les lumières de la ville. Il paya son café, un geste d'une normalité presque comique, avant de lui prendre doucement la main. « Rentrons à la maison, Vivienne, » dit-il, et le mot « maison » n'évoquait plus les murs de pierre du château, mais un sentiment, un lieu, qu'ils construiraient ensemble. « Demain, nous déchirerons ce contrat stupide, pas pour te libérer car tu l'as toujours été, mais pour commencer notre histoire sur une page blanche, écrite par choix et non par obligation. » Elle serra sa main, un acquiescement silencieux qui valait tous les serments. Le chemin du retour, dans la nuit parisienne apaisée, fut le début de tout. Les 2 années de leur contrat s'achèveraient à bientôt, mais leur vie commune, elle, ne faisait que commencer, avec pour seule promesse un amour forgé dans le feu de la vengeance et racheté par la grâce du pardon. 2 ans, jour pour jour, après cette nuit pluvieuse dans le petit café du Marais, le soleil de mai inondait les jardins du château de Valois. Ce n'était pas le jour de la libération, la date butoir d'un contrat de vengeance, mais celui d'une consécration choisie. Vivienne, dans une robe de soie ivoire qui semblait tissée de lumière, se tenait face à Marcus, devant un parterre de fleurs sauvages, les mêmes qu'il lui avait offertes pour la première fois. Il n'y avait ni presse, ni cour royale, seulement le murmure du vent dans les chênes centenaires et le regard de quelques amis proches. Quand il lui passa l'alliance au doigt, ce n'était plus le geste d'un propriétaire marquant son bien, mais celui d'un homme offrant son âme sans condition. Elle leva les yeux vers lui, non plus la reine des glaces défiante, mais une femme dont le cœur avait enfin trouvé un royaume où il n'avait plus besoin d'armure. Leurs vœux n'étaient pas des promesses, mais des constats, le simple récit d'un amour qui avait fleuri sur les cendres d'un pacte insensé. Leur vie s'était tissée entre 2 mondes, une symphonie harmonieuse là où il n'y avait eu que discordance. Ils partageaient leur temps entre la solidité ancestrale du château et un appartement lumineux qu'ils avaient choisi ensemble, quai de Valmy, où les fenêtres s'ouvraient non pas sur la froide géométrie de la finance, mais sur le balai incessant des péniches sur le canal Saint-Martin. Les matins commençaient souvent par l'odeur du café rare que Marcus préparait pour elle, un rituel qui n'était plus une stratégie de séduction mais le langage silencieux de leur quotidien.
Vivienne dirigeait toujours son empire, mais depuis un bureau plus chaleureux, où les graphiques boursiers côtoyaient des dessins d'enfants de la fondation qu'ils avaient créés. Ils étaient devenus des partenaires, non seulement dans l'amour, mais dans les affaires, fusionnant son audace visionnaire et sa patience stratégique, prouvant au monde que le pouvoir n'était pas un trône solitaire, mais une table où deux esprits égaux pouvaient s'asseoir. 1 an après leur vrai mariage, ils étaient retournés sur la scène de leur premier combat, la conférence annuelle de technologie à Paris. La salle était suspendue à leurs lèvres, attendant un écho du scandale passé. Ils montèrent sur scène main dans la main, non pour s'affronter, mais pour annoncer leur projet le plus ambitieux, un programme d'investissement pour les jeunes femmes entrepreneurs. Vivienne prit le micro, ce même objet qui avait été son arme. Son regard croisa celui de Marcus, un regard chargé de gratitude et d'une tendresse infinie. Il y a quelques années, sur cette même estrade, j'ai parlé de pouvoir, dit-elle, sa voix claire et assurée. Aujourd'hui, je sais que le vrai pouvoir n'est pas de détruire un homme, mais d'en construire un monde avec lui. Ce fut sa réparation publique, un hommage qui scella leur histoire aux yeux de tous, tandis que dans la foule, le baron de Courcy, oublié de tous, n'était plus qu'une ombre insignifiante dans la lumière éclatante de leur bonheur. Les symboles de leur guerre étaient devenus les reliques de leur paix. Le contrat de mariage, ce document qui avait scellé sa soumission, avait été solennellement brûlé dans la cheminée de la grande bibliothèque le soir même de leur réconciliation. Les cendres s'étaient envolées, emportant avec elles la dette et la vengeance. La bibliothèque elle-même, autrefois le théâtre de leur première nuit tendue, était devenue le cœur de leur foyer, un sanctuaire où le crépitement du feu accompagnait leur lecture partagée et leur conversation à voix basse. La porte, qu'il avait autrefois refermée sur elle pour marquer son territoire, restait désormais toujours ouverte. Même son ancien bureau de verre à Paris, cette tour de glace surplombant la ville, avait été transformé. Les murs froids étaient maintenant couverts de photographies de leur voyage, et la fenêtre immense, témoin de sa solitude passée, offrait une vue qu'ils contemplaient désormais à deux, un horizon qui n'était plus une conquête, mais une promesse partagée. Un soir d'automne, alors que la brume s'accrochait autour du château, Vivienne se tenait près de la fenêtre de leur chambre, observant la nuit tomber sur le domaine. Marcus s'approcha en silence et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. Elle se laissa aller contre lui, savourant la chaleur et la solidité de sa présence. « Parfois, je me demande encore comment tu as fait, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Comment as-tu vu au-delà de la forteresse que j'avais bâtie ?» Il resserra son étreinte, déposant un baiser sur sa tempe. « Je n'ai jamais vu de forteresse, » répondit-il doucement. « J'ai seulement vu une lumière si intense qu'elle avait peur de sa propre chaleur. Je n'ai fait qu'attendre que tu sois prête à ne plus en avoir peur. » Elle se tourna dans ses bras, leurs regards se liant dans la pénombre, et comprit que l'amour n'était pas de faire tomber les murs, mais de donner à quelqu'un la clé pour qu'il puisse entrer et sortir à sa guise, en sachant qu'il choisirait toujours de rester à l'intérieur. Leur histoire, qui avait commencé par une humiliation publique et un pacte de soumission, s'achevait dans le murmure d'une vie ordinaire et sublime. Ils marchaient souvent dans les jardins au crépuscule, lorsque le ciel prenait des teintes de rose et d'or, leurs mains enlacées, leurs pas synchronisés. Le château, autrefois prison dorée, veillait sur eux comme un gardien bienveillant. La Reine des Glaces avait appris que la vraie force résidait dans la vulnérabilité, et le prince orgueilleux avait découvert que le seul royaume qui vaille la peine d'être conquis est le cœur d'une seule personne. Il s'arrêta, comme il le faisait souvent, pour cueillir une petite fleur sauvage qui poussait entre deux pierres, et la glissa dans ses cheveux. Car dans le silence de ce crépuscule, le prince qui avait acheté son temps pour assouvir sa vengeance comprit qu'elle lui avait offert en retour une éternité choisie par amour. Cette histoire vous a-t-elle touché? Si le voyage de Vivienne et Marcus, de la haine à la rédemption, a fait vibrer votre cœur, montrez-le nous en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines romances. Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus ému. L'humiliation publique, la réconciliation sous la pluie ou ce final apaisé? Votre avis est notre plus belle récompense. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.